Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis en direct du festival Nantes sous pression et je suis accompagné de Xavier, qui est brasseur, fondateur de la brasserie L'Apaisé en Suisse. Salut Xavier. Salut Alex. Merci déjà de faire cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on échange et qu'on voulait caser ça, donc c'est cool, on peut se retrouver au festival. On va faire un petit peu déjà les présentations. Qu'est-ce que c'est la brasserie L'Apaisé, comment la brasserie est née? Alors merci pour l'invite. La brasserie est née en 2015 suite à un voyage au Québec où j'ai découvert le fabuleux monde des crafts. Et de retour en Suisse, je cherchais un peu des IPA à boire, c'était pas évident à trouver encore. Après j'ai essayé de les faire venir des États-Unis, mais je savais pas trop pourquoi, elles avaient un peu changé de goût. Et voilà, du coup le seul moyen pour boire les bonnes bières que j'avais découvert là-bas, c'était de les brasser moi-même. Donc j'ai commencé dans l'appartement avec un petit Braumeister 20 litres. L'origine de la brasserie, c'est pouvoir boire des bières qui te plaisent. Quoi. Exactement. Et puis petit à petit, les amis, la famille, les gens en voulaient. Et puis j'ai augmenté un petit peu la production avec une machine qui me permettait de brasser 300 litres. D'accord. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et pareil, de nouveau, la demande, etc. Donc là, je suis passé sur un système de 10 hectos, 1000 litres. Et là, je suis content avec ce système-là. C'est un système assez facile qui a été designé en Suisse et fabriqué en Chine. D'accord. C'est un système qui est pas très cher, assez simple. Je fais du monopalier et qui prend très peu de place. Sur 2 mètres carrés, je peux brasser 10 hectos. Ok. Donc, à quel moment tu es passé du stade Brassam au professionnel? C'était quoi, 2015-2016? En fait, moi je me considère toujours comme Brassam. Tu vois là aujourd'hui. Gros volume quand même. Ouais, mais on fait. Cette année Covid, on a fait peut-être même à peu près 400 hectos, donc c'est pas grand chose. Enfin, voilà, relativement parlant. Et donc voilà, on fait encore beaucoup d'expérimental, on reste Brassam. Et puis la transition, elle s'est faite vraiment très très naturellement, petit à petit, donc il n'y a pas eu de changement. Ok. À part le fait d'avoir... au début, j'ai utilisé mon ancienne boîte d'informatique, une SARL, et j'ai changé un peu les statuts de la boîte pour intégrer la production de bière dedans. Donc les buts, c'était développement de logiciels, fabrication de circuits électroniques, et j'ai rajouté et de bière. Et donc voilà, original du coup. Petit à petit. Et après, quand même, effectivement, il y a un changement, c'est qu'après j'ai monté une SA, l'Apaisé SA. Okay. Et puis ça m'a permis, avec 200 000 francs de capital, francs suisses, à peu près 180 000 euros, d'acheter du matériel, des fermenteurs, et puis de lancer un petit peu l'aventure un petit peu plus grande. Ok. Il y a un truc que tu as évoqué, ça faisait partie des questions que je m'étais préparé. Parce que j'avais remonté un petit peu tout le compte Instagram de l'Apaisé pour voir le contenu, comment c'était, quand ça avait démarré, comment c'était né. Et au tout début, je vois qu'il y avait plein de trucs, notamment liés à l'électronique. Ouais, tout à fait. Des micro-composants, des Arduino, des Raspberry Pi, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Je me suis dit, j'ai compris du coup que tu étais dans ce domaine-là avant. Ouais. Est-ce que c'est des connaissances qui t'ont aidé un petit peu quand tu as créé la brasserie à faire des trucs un peu en do it yourself? Je sais pas, tu as peut-être des contrôleurs que tu as créés toi-même, programmés pour... Oui, clairement. Ouais. Clairement, ça m'a beaucoup aidé. Pour tout ce qui est le contrôle des températures, l'automatisation de ma machine. À la base, cette machine donc, est très très simple. J'ai créé avec un ami à moi avec qui on a fait la thèse un panneau de contrôle qui permet avec des PID de pouvoir contrôler la température, des timers qui permettent de lancer la chauffe le matin pour histoire de venir un peu plus tard. Ouais. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est le site internet, le shop en ligne, la com, etc. Sur mon site, j'accepte des crypto-monnaies par exemple. Enfin, ça, c'est des petites choses qui m'aident un peu pour la brasserie. Ouais. Cool. Une question que je me posais et que je pose souvent aux brasseries avec lesquelles j'échange, c'est comment tu as choisi le nom de la brasserie? Quel est le sens derrière l'Apaisé? C'est une contrepétrie, bière L'Apaisé. Mais non, vraiment, c'était en réaction à mon ancienne boîte où je faisais l'électronique, l'informatique et c'était en fait une activité assez stressante et je revenais chez moi et j'étais fatigué.
mais une mauvaise fatigue, une fatigue qui n'était pas physique, tu vois, parce que j'étais resté derrière le fatigue mentale et Et du coup, il me fallait une activité apaisante, plus créative. Et vu que j'ai démarré la bière en découvrant les IPA, les bières houblonnées, et le houblon qui est un cousin du cannabis, ça a des propriétés apaisantes. Ah bah oui. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas l'apaiser. Tout se regroupe. Et du coup, le logo qui va derrière, les petits oiseaux, c'est quoi? C'est une mésange. Une mésange, ouais. C'est une mésange charbonnière. Je voulais un animal pour mon logo. J'ai cherché des animaux locaux de Genève, des poissons, différentes choses. Et puis au final, c'est vrai que chez mes parents, j'avais la chance d'avoir un jardin et de voir ces mésanges qui me fascinaient pas mal et que je vois de moins en moins. Et je me suis dit, bah tiens, on va les voir de plus en plus sur mes étiquettes. Et du coup, pourquoi sur tes t-shirts, c'est une mésange qui éructe? En fait, les gens ne comprenaient pas vraiment le lien entre la mésange et la bière. Du coup, je me suis dit, si je rajoute un petit phylactère qui fait burp, et ben voilà, on verra un peu plus le lien. Quand je regardais je crois que c'est sur le compte Instagram, dans la description du compte Instagram, il y a marqué que tu brasses des clean and wild ales. Donc oui. Si on regarde un petit peu tout ce que tu produis comme bière, c'est vrai que dans ta gamme, il y a un peu deux univers complètement différents. D'un côté, tu as pas mal de bières, on va dire, plus classiques, traditionnelles. Il y a beaucoup notamment de dérivés d'IPA. Black IPA, t'as une IPA fumée si je dis pas de bêtises, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on est sur des grosses wild ale barriquées, des fermentations sauvages. Pourquoi il n'y a pas un entre-deux? Je sais pas, comment ça s'est créé cette gamme? Alors bon, évidemment, comme la plupart des brasseurs, on fait des bières qu'on a envie de boire. Donc quand j'ai découvert les IPA, je me suis dit waouh, c'est ça que j'aime, c'est ça qu'il faut que je brasse. Ensuite, un petit tour à Bruxelles, chez Cantillon, découvert les bières acidulées, acides, et voilà, c'était aussi de nouveau un beau déclic, et je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de brasser. Et voilà, donc on fait à peu près 50% de la production des bières clean, comme tu dis, type IPA, donc ça part de la Session IPA, une Pale Ale, une Black IPA, une Smoked IPA, une Double IPA, là on a une West Coast Triple IPA, on a une New England IPA. Je crois que je les ai toutes faites. Et effectivement, donc ça c'est la gamme classique qu'on fait régulièrement. Et à côté, on fait que des bières éphémères, toutes élevées en barrique, fermentation mixte. Ouais. Et même, tu as aussi des stouts. C'est vrai, stout, mais au final qui sont barriqués. Quelques Imperial Stout qui sont barriqués. T'as un stout classique ou non? On a barriqué à chaque fois. On a notre Black IPA, mais sinon les stouts sont généralement barriqués. J'ai pas beaucoup de barriques de spiritueux. J'ai du bourbon et des whisky Scotch whisky de Islay, donc bien tourbé, bien iodé. Ouais, j'avais goûté ça, c'était vraiment très très cool. Le Black, l'Imperial Stout bourbon, non. Islay, la Mouse tourbée. Mouse tourbée, exactement. Merci, j'avais déjà oublié. C'était assez incroyable. D'ailleurs, on en parlait quand tu as fait le TTO là avant-hier. Ta base d'Imperial Stout, tu as 18 maltes différents. Oui, ça c'est Gunther de ex-Popin Prism qui m'avait donné ce conseil. Il m'a dit, écoute, si tu veux un Imperial Stout bien riche, bien complexe, balance plein de maltes, ça aide. Et effectivement, j'en ai mis 18, c'est ce que j'avais en stock, et principalement des maltes dehust, donc où on a enlevé la coquille pour ne pas avoir trop d'astringence, d'amertume. Oui, c'est vrai que pour le coup, ton Imperial Stout, là, en tout cas celui qu'on a bu vendredi, c'était le Bourbon. C'était très riche, très épais, très liquoreux. Et en même temps, c'était très doux pour un Imperial Stout. Je trouve que bon, après la barrique travaille un peu là-dessus, mais on n'avait pas un côté trop café, astringent, amer qu'on peut avoir sur certains stouts. C'était quand même beaucoup plus voluptueux. Alors qu'il y a énormément de malt noir. Je pense que si on la dilue avec 50% d'eau, elle va rester noire depuis noire. Pour moi, il faut qu'elle soit vraiment noire. Et effectivement, il n'y a pas d'adjuncts, pas de lactose, pas de maltodextrine. C'est juste double empâtage. Énormément de malt. Et Voilà. Sur la partie bière sauvage, toutes les wild, comment tu travailles? Tu t'es inspiré des méthodes belges Cantillon que tu as vues? Clairement. Tu as du cool ship, J'ai un cool ship que j'ai commencé à utiliser il y a 1 an et demi, donc pas l'hiver passé mais l'hiver d'avant. J'ai pas encore goûté, c'est en barrique. Donc tout ce qui sort actuellement, tout ce qui sort, c'est de la fermentation mixte qui est travaillée avec un mélange de levures qui commence à devenir un peu
la levure de la brasserie, mais à la base, je suis parti soit de pitch que j'achetais chez les différentes entreprises qui fournissent ça, soit j'ai fait pas mal en utilisant des dregs. Donc ça c'est vraiment le côté Brassam où c'est génial parce qu'on achète une gueuse et on peut la boire et on garde juste le fond et après on multiplie ça dans un airline sur un agitateur. Alors évidemment ça va changer la proportion, la population, mais ça donne une base, vu qu'on n'a pas la flore du Pajottenland, j'ai essayé de l'importer à travers les bouteilles de gueuse, que ce soit Cantillon, Trois Fontaines, Tilquin, De Cam, etc. Il y a des trucs qui, mine de rien, sont assez proches dans ce que tu fais par rapport à certaines Belges, notamment, je pense le nom m'échappe, la Vénérable. La Vénérable, oui, ça c'est une collaboration avec Brasserie Trois Dames. Ouais. Donc pour la petite histoire, c'est pas les bières que j'ai brassées moi, c'est des bières qui ont été brassées par la Brasserie des Trois Dames, qui malheureusement n'existe plus. Et donc à l'époque, je crois, où il y avait Jordan Keepers, Jester King. Et donc à un moment donné, Raphaël m'a appelé pour m'occuper un petit peu de ses barriques, pour voir... pour un peu suivre, et donc j'ai fait un peu une sélection, et donc là où j'ai apporté ma touche, c'est l'assemblage, la sélection des barriques, l'assemblage. Donc c'est 5 barriques différentes qui étaient toutes assez très expressives, pas forcément buvables comme ça tel quel, mais le blend fait que donc ces 5 barriques entre 2 et 5 ans, ça donne quelque chose d'assez complexe. On a le bois, on a la cave, on a le funk. Je sais pas si tu construis ta gamme d'une certaine manière sur tes wild, mais là actuellement tu as des bières un peu comme la Vénérable, un peu plus typée gueuse, si on peut dire ça comme ça. Tu as des bières aux fruits, on a les Prunus Persica, c'est à la Reum et Reum à la rhubarbe. Ouais. Et après tu as d'autres bières un peu plus typées. Oui. Et spécifique, notamment Foudrement Simcoe, où je me souviens plus le nom de l'impérial, enfin de la Black Saison en foudre. Double Dark Saison. Double Dark Saison, tout simplement. Ouais. Alors j'ai une ligne, c'est la Coetus. Je fais ça généralement. On est en train de boire là, du coup. Ah bah voilà, santé. C'est 2 fois par année, je prends un peu les meilleures barriques et j'essaye vraiment de jouer sur une palette d'un côté le bois, de l'autre côté le funk et puis l'acidité. Et en mélangeant un peu ces 3 aspects-là, j'essaye d'obtenir quelque chose d'assez équilibré. Et voilà, c'est un peu mes meilleures barriques et c'est cette ligne. Là, on est ce qu'on boit en ce moment, c'est la Coetus 11. J'ai la 12 en bouteille et puis bientôt la 13 qui va sortir. Okay. Voilà. Les autres, je laisse vraiment parler les barriques. Donc là, j'ai une petite centaine de barriques, 7 foudres de 25 hectos. Et donc, je goûte une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je tire le clou et puis en goûtant les bières, ça me donne des idées. Et après, en fonction des saisons, j'utilise des fois des fruits. Ouais. Okay. Et du coup, la production de bière wild dans ta production globale en proportion, c'est 50%. Ah ouais, donc tu as 50% de ta production qui part dans du... Ouais. Pour l'instant, c'est pas 50% au niveau de la vente. Ouais. C'est un peu plus confidentiel comme style. Mais voilà, pour l'instant, les barriques, je commence à avoir un tournus. Ouais. Et moi, si je m'écoutais, je ferais que ça. Ouais. Donc j'ai de la chance d'avoir une petite équipe derrière moi qui s'occupe du coup plutôt des bières clean. Okay. Les bières clean qui partent surtout dans mon bar et ailleurs à Genève, mais très local. Et du coup, toutes les bières de fermentation mixte, là, c'est plutôt aussi pour l'international. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du nombre de barriques et de foudres que tu avais. Oui. Je pense que c'est sur ton site que j'ai vu ça. Tu as un chai qui est dans une grotte. J'avais un chai qui était dans une grotte. C'est fini ? C'est fini malheureusement, on s'est fait mettre dehors. On est sur un nouveau projet. D'accord. C'est pas encore abouti. J'espère pouvoir emménager dans un ancien réservoir d'eau de 1200 mètres carrés avec plusieurs amis. Il y en a qui vont faire de l'élevage de fromage, de charcuterie. Il y en a qui vont faire de la lactofermentation. Un ami avec qui je travaille qui est myciculteur, donc qui cultive du champignon, principalement du pleurote. On s'est mis ensemble déjà depuis plusieurs années dans ma brasserie parce que voilà, je produis à peu près 1 tonne de drèche
par semaine. Ah oui. Et donc c'est beaucoup de déchets. Et donc lui, il se sert de ces drèches, donc le malt, le malt utilisé, il s'en sert comme substrat pour faire pousser ces pleurotes. Donc là-dedans, il y aura aussi justement la culture de champignons. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? La culture hors sol d'endives qui ne nécessite pas beaucoup de lumière. Et évidemment les barriques. D'accord, et donc la grotte malheureusement est terminée, mais ça t'apportait quoi d'avoir des barriques dans une grotte? C'était Alors, un lieu de stockage cool ou est-ce que t'avais un avantage autre pour Instagram, c'est chouette, ça fait des belles photos. Non, vraiment, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, tiens, je vais faire surtout du wild lager ou quelque chose comme ça, parce que la température oscille entre 14 et 15 degrés toute l'année, avec une belle humidité. Et au final, c'était vraiment, vraiment top pour les barriques. Je pense que c'est important d'avoir cette stabilité dans la température. Je houille jamais les barriques. Avec ça, avec ces températures constantes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'acétique qui se développe. Il y a énormément de moisissures qui sortent, qui se développent à l'extérieur de la barrique, mais à l'intérieur, ça reste pas mal. Ouais. Bon bah cool. Tu t'évoquais quand tu parlais de tes bières clean que c'est quelque chose que tu vendais beaucoup donc à Genève et dans ton bar. Oui. Donc t'as un bar, t'as un taproom, c'est ça? J'ai une taproom et un bar. Ah, t'as le bar à la brasserie? J'ai le bar. Non, t'as le taproom à la brasserie et t'as après un bar. Non, c'est 3 lieux différents. Waouh. J'ai la brasserie assez au centre-ville, le bar encore plus au centre-ville. D'accord. Et ta petite taproom dans une vieille école un peu à l'extérieur. D'accord. Le bar, en fait, on l'a monté en décembre 2019 avec 2 autres associés, Thomas et Léon. Et voilà, depuis. Donc on a ouvert en décembre 2019, ça marchait super bien. On sortait à peu près 7000 litres par mois de bière pression. Dont 5000 de ma bière, donc grosso modo la totalité de ma production. Ta prod de tourner là-bas. Et 3 mois plus tard, voilà, un petit accident de parcours. Voilà, et j'espère qu'on va bientôt en sortir. Et donc j'ai vu parler d'un lieu avec plus d'une trentaine de becs pression. Voilà, c'est quoi? C'est le bar du coup? C'est le bar qui s'appelle la Jonquille. En fait, il y a 30 becs et 6 becs qui sont doublés, qui nous permettent d'augmenter un petit peu le débit. On a une salle de concert au sous-sol et voilà, quand il y a du monde, de la restauration sur place. De la restauration à midi, les plats du jour, une petite carte végétarienne et le soir des tapas. Cool. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à un petit truc marrant, mais ça marche moins maintenant, mais tu vas comprendre pourquoi. Là, moi, on en échangeait pas mal avant, mais je t'ai rencontré là à Nantes. Oui. Donc j'ai pu découvrir que tu avais une très belle chevelure à base de dread de belle longueur. Alors, est-ce que quand on brasse de la bière et qu'on a des dreads, on est obligé d'avoir un bar avec beaucoup de bec pression, de la restauration et une salle de concert? Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence. Il me semble, oui. On parle de Senses. Exactement. Ouais. Du coup, ça a un peu changé parce que là, il a tout rasé. Ouais. Il a plus de dread. Mais, il y a encore quelques mois, quand je l'avais rencontré. Ouais, je l'ai rencontré hier pour la première fois au Festival Off, juste après la soirée des brasseurs là. Et, très cool. Ça m'a fait marrer. Non, effectivement, je me réjouis de découvrir le shed là. Ouais, c'est pas la porte à côté, Reims, mais j'ai hâte de découvrir cet endroit. L'endroit est très cool. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Parce qu'on parle pas mal de ta brasserie. Tu es installé en Suisse. Pour nous, c'est pas forcément facile en tant que Français d'avoir accès à des brasseries suisses. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que nous, les brasseries suisses qu'on connaît en France, maintenant on connaît l'APZ, c'est bien. On connaît la Tue-Tête, on connaît Chien Bleu, on connaît Franche-Montagne. Est-ce que vous faites autre chose que de la bière acide et spontanée en Suisse? Bon, évidemment. En France, vous connaissez plutôt les bières de fermentation mixte, les bières sour, parce que c'est ce qui s'exporte. On fait évidemment des bières classiques, mais voilà, on n'est pas encore au top du top pour tout ce qui est bière houblonnée. Ça reste encore gentillet, on va dire. Elle ressemble à quoi la scène craft suisse? La scène craft suisse est très variée. La Suisse, c'est 4 langues, c'est des cultures différentes, donc c'est très très varié. On peut avoir des bières avec beaucoup de raisins dans les cantons au sud de cette ceinture de la bière. Donc les cantons comme le Tessin et le Valais, là on a pas mal de raisins. Au nord, dans les cantons alémaniques, voilà, on va se rapprocher peut-être plus des bières typées Reinheitsgebot. C'est très varié, on a un peu de tout. D'accord. Ouais. Et toi, en tant que brasseur, consommateur de bière suisse, tu penses quoi de la scène craft française? La scène craft française, elle explose bien en ce moment. Ça fait vraiment plaisir de voir
il y a des gros acteurs. Moi, j'aime beaucoup la débauche, qui pour moi fait partie vraiment des premiers. J'ai la chance d'être juste à côté, d'habiter à 15 minutes de la brasserie de Michael, du Mont-Salève. Ouais. Et donc, pour moi, ça c'était vraiment un super exemple. Et il m'a beaucoup aidé. Il était vraiment très chouette avec moi quand je suis venu le voir, lui poser des questions en tant que brassam. Et après, il y a une vague qui est arrivée avec les Piggy, avec Popin, etc. Et puis maintenant, il y a encore les nouveaux qui arrivent, etc. C'est génial, c'est vraiment cool. Justement, dans ton ancienne émission, là, le 90 BPM, 90, pardon. Ah oui, ils vont pas comprendre mes auditeurs. Non, c'est très chouette, c'est vraiment cool, ça bouge bien et ça va dans la bonne direction. Il y a des trucs qui t'ont plu là sur le salon? Il y a pas mal de trucs qui m'ont plu. Malheureusement, t'as pas trop eu le temps de faire le tour. J'ai pas eu trop le temps de faire le tour. Aujourd'hui, un peu la gueule de bois, donc c'est difficile. Mais le deuxième jour est plus compliqué, même troisième du coup là. Ouais. Non, là, le petit coup de cœur, là, c'était pour la bière de Günther, là, comment elle s'appelle, Bath Salts, un truc comme ça, sel de bain, un truc comme ça. Okay. Donc c'est une DIPA DDH, un truc, mais très propre. Vraiment, j'ai rarement bu des bières où il y a autant d'expression de houblon sans avoir de polyphénol, comme ça, c'est beau. J'aimerais bien faire la même chose. Ouais. D'ailleurs, toi, ce que tu vends en majorité à la brasserie, donc tu m'as dit c'est tout ce qui est houblon et compagnie. Oui. Ça marche bien sur tes taprooms et sur ton bar Oui, ça marche pas mal. On a un bon tournus. Oui. Ouais. Un public réceptif sur Genève pour ce genre de bière. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as de la demande pour d'autres styles? Écoute, de plus en plus de fermentation mixte. Je vois dans mon bar, peut-être c'était... Au début, c'était peut-être 5% des ventes, mes bières de fermentation mixte, et maintenant, on est peut-être passé à 15%. Donc, je vois que, en un an, non, c'est sur des bières avec des profils quand même très typés, donc c'est pas forcément le truc le plus facile à vendre. Et donc ça, c'est ce que toi, du coup, tu me disais que tu exportes le plus. T'exportes d'ailleurs tes bières houblonnées ou non, pas du tout. Non. Tout ce qui est clean, j'exporte pas parce que j'ai pas forcément le niveau par rapport à d'autres internationales. Tu vois, je vais pas exporter en Angleterre, aux États-Unis de la NEIPA, mais et surtout ça voyage pas bien. Et puis pour moi, ça a pas de sens d'envoyer de la bière réfrigérée en avion, en keg, des choses comme ça. Donc tout ce que j'exporte, c'est de la bouteille 75 de fermentation mixte qui a en tout cas 10 ans de DLUO. Voilà, et qui n'a pas besoin de se conserver au froid. Donc du coup, nous en France, si jamais on veut retrouver tes bières de fermentation mixte et toutes tes wild, t'es vendu sur 2 points. Je sais pas si ça a changé depuis, mais je sais pas s'ils en ont encore. Il y avait la Birothèque, exactement, à Toulouse, et le Craft Beer Lab en région parisienne à Versailles qui en avait aussi. Ouais. Exactement. Je sais pas s'il leur reste de stock aux deux, mais peut-être bientôt à Nantes. Là, on est en discussion avec quelques personnes, mais voilà, c'est de temps en temps quand il y a un client qui veut prendre une palette pour son shop ou voilà 2-3 personnes qui se mettent ensemble pour prendre la palette, ça c'est faisable. Sinon il faut passer à Genève, il faut venir dire coucou. Ouais, donc ça c'est pour tous les auditeurs suisses ou qui sont frontaliers, on peut passer de voir de boire des bonnes bières. Ouais, exactement. D'ailleurs tu fais de la vente toi à la brasserie, tu as un shop aussi? Oui, je fais de la vente en direct à la brasserie. Puis à la taproom aussi. Et le bar, on vend pas de bouteilles pour l'instant, pas de canne, c'est juste la pression. Par contre, on peut venir avec son growler, sa bouteille plastique, et on peut remplir pour aller profiter de la bière au bord du lac. On va repartir avec un petit growler de Coetus. Voilà. Ça fait rêver. J'avais pas préparé beaucoup d'autres questions. Je sais pas si toi tu as des trucs que tu aimerais rajouter, tu aimerais développer. Désolé, c'est pas le meilleur jour aujourd'hui là. Ouais, non, mais on est tous un peu effondrés là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, vraiment, c'est du coup Nantes, ville magnifique. Première fois que je viens. Très très chouette. T'avais fait d'autres fests déjà en France ou... On a fait d'autres fests. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Lyon, LBF, plusieurs années. Paris, on a fait une fois un TTO dans le cadre du Paris Beer Week. Ok. Et puis c'était Hoppy Corner. Ouais. Et sinon, je me suis baladé un petit peu faire quelques TTO à gauche, à droite, à Montpellier, chez Stéphane là, du Darts. Là, c'est très dangereux. On finit toujours très tard et très mal. Mais quoi d'autre Non, c'est à peu près tout. Ouais. Là, tu me dis que tu as fait des events un peu partout en fait en France déjà. Ouais. Pourtant, c'était pas vraiment distribué avant.
Non. Non, 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 déjà là, c'était c'est assez vraiment, confidentiel, mais avant ça, déjà, c'était encore moins distribué. Ouais, c'est à Ouais. travers les festivals, Lyon principalement. Ouais, j'étais à la Finmousse aussi, Ouais. puis TTO à Paris. Ouais, ça s'est fait vraiment par contact petit à petit. Tu as senti que tu avais une demande grandissante de On m'a dit, de on la m'a France, dit, non, ouais. effectivement, ça commence à venir, c'est chouette. Je pense que voilà, j'ai monté ma brasserie voilà, en 2015. Assez rapidement, j'ai commencé à faire de la barrique. Ouais. Il m'a fallu quelques années voilà, pour avoir des bières qui commencent à être sortables. Et je suis content d'avoir fait ce choix assez rapidement. Et puis du coup d'être un petit peu en avance comme ça par rapport à ce qui se fait en France, où ça vient maintenant pas mal. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Tu t'es critique à quel point sur tes bières? Je suis assez critique. J'essaye d'être très critique. Pour moi, je m'inspire pas mal d'une brasserie que j'affectionne beaucoup. Pour moi, la meilleure brasserie au monde, Oval, Ouais. en Gaspésie. Et voilà, en discutant avec Ben, je vois que pour lui, il est intransigeant. Il y a, voilà, chaque fois qu'il y a une décision à faire, même si ça implique des coûts supplémentaires ou du temps supplémentaire, il faut sortir le truc le plus parfait possible. Ça t'est arrivé d'avoir des produits dont tu étais pas Ouais, satisfait? ça m'est arrivé effectivement. Alors souvent, on renomme le style, par exemple. Okay. Ou alors des bières clean qui partent un peu en couille, on les met en barrique avec de la brette. Et puis on se dit peut-être que dans un an ou deux, ça donnera quelque chose de bien. Et puis si ça donne pas quelque chose de bien, après on peut en faire du vinaigre ou on peut le distiller. Enfin, j'essaye toujours de sauver un peu, de récupérer. Mais voilà, il faut savoir jeter aussi quand c'est pas bon, ça c'est sûr. Et typiquement, quand tu as une bière qui est pas terrible, il faut pas se dire qu'en la blendant, ça passera, parce que non, ça marche pas, quoi. Et donc généralement quand je fais mes blends, je fais les mêmes blends plusieurs jours de suite pour être sûr que voilà, mon palais, en fonction du moment de la journée ou des jours, je sois vraiment content. J'aime bien aussi laisser le blend à l'air dans le verre comme ça, une demi-heure, une heure, voir comment il évolue. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça donne une bonne indication sur ce que va devenir un peu la bière, comment elle va évoluer en bouteille. Et voilà, donc j'essaye. Je dis toujours qu'en tant que brasserie artisanale, le seul truc qu'on a pour nous, c'est la qualité. On ne peut pas concurrencer les prix, l'efficacité, le rendement, etc. Et du coup, si on n'a pas la qualité, voilà, on ne va pas très loin, quoi. T'as la qualité ou t'as la créativité aussi. On est sur la bière craft, on peut se permettre plein de choses que ne se permettraient pas les grands industriels, parce que je pense qu'on a un public qui est quand même plus curieux, plus permissif sur certains trucs. Ouais. Ah ouais, j'ai fait des trucs un peu bizarres. Une bière à la Longeaule. Alors la Longeaule, c'est un saucisson genevois. Ah oui, d'accord. Voilà, saucisson qu'on cuit 3 heures avec des graines d'anis. Okay. Ou de fenouil, je sais plus. Et voilà, ça c'était assez particulier. J'aime bien utiliser des techniques comment on appelle ça, de teinture. Ouais. Donc ça permet, la teinture, c'est en fait on prend un alcool fort, très fort. Il y en a qui utilisent la vodka, moi je prends de l'alcool de grain à 96%. Et je balance des choses dedans. Ça permet de prendre la couleur, l'arôme, le goût, et après de pouvoir mettre un tout petit peu de cet alcool dans la bière et de pouvoir doser très très précisément. Et dans le cas par exemple du saucisson, c'est quelque chose de très gras. Alors évidemment le gras et la mousse, ça fait pas bon ménage, mais le fait de passer par une teinture d'alcool, ça permet d'obtenir l'arôme, le goût sans avoir le gras. Ça permet aussi de pas, sur certaines bières, de ne pas l'infecter. Je fais ça avec des piments, je fais ça avec des herbes, avec cannabis par exemple. On a fait avec beaucoup de choses. Et ça marche pas mal. Ça permet vraiment de faire des petites expérimentations, de pouvoir vraiment tester les dosages, etc. Cool. J'ai une dernière question, si toi t'as pas d'autre chose que tu voulais aborder. C'est qu'est-ce que tu as comme retour là sur le festival? C'est bon, je suis content. Bon. Ouais, ça a bien marché, ça a bien tourné. Je suis content. J'ai amené 7 fûts et là on est en train on a branché le dernier, donc on est pas mal. J'ai bien vu.
Non, vraiment des super bons Ouais. retours et puis vraiment des belles rencontres. Des gens qui te public est découvrent. génial. Des gens, ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup, que ce soit des cavistes ou juste un public pas forcément averti. Mhm. Alors des fois, T'as eu mes des- bières peuvent surprendre. Ouais, t'as eu des gens peut-être curieux mais qui connaissaient pas les styles un peu Ouais, comme ça. ouais. Après, j'écris bien quand même, hein, puis je fais goûter un petit peu avant. Ouais. Je précise, attention, c'est acide. Mais non, c'est chouette. Là, j'ai fait un truc un peu bizarre. Où quand j'ai entendu parler d'un style qui s'appelle pastry sour, par exemple, pour moi c'était une hérésie, moi qui fais vieillir mes bières 2, 3, 4 ans pour que vraiment on n'ait plus du tout de sucre résiduel. Je ne comprenais pas du tout voilà, de rajouter du lactose ou de la maltodextrine ou voilà, sucrer ces sour, pour moi c'était absurde. Et du coup, pour le festival, j'ai sorti un pastry sour. J'ai eu l'idée le jour du départ, donc je prenais mes fûts pour les mettre dans le camion pour partir avec, et j'avais un fût de Coetus 11 qui était un poil entamé, donc c'était un fût de Brassam, les corny keg, soda keg, et il manquait 2 litres, puis là j'avais de la purée de framboise, mais de la purée concentrée, clarifiée, un truc très très costaud, et je me suis dit bah tiens allez on va balancer tout ça dans le fût. La bière était à 0 g par litre de sucre, on est passé tout à coup à 45 g de sucre par litre, et ça donne un machin hyper framboise, hyper acide, hyper sucré, genre hyper tout, une bière de festival. Ouais. C'était une bière que j'avais découvert au MBCC, donc à Copenhague Festival, une bière de Mikkeller qui était au cassis, un truc genre triple sour, cassis quelque chose, et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire une petite bière qui va marquer les esprits. Et voilà. Ça a marché. Ça a pas mal marché. J'ai goûté, Gunther c'est vrai m'a que dit c'était c'est la bière du surprenant, festival. Ah ouais. Mais non, ouais, c'est vraiment un petit délire, voilà, pour rigoler. Je pense que c'est la première et la dernière pastry sour que On a eu une exclue sur le festival du coup. Ouais. Ouais, génial. Bah, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps là, Merci, Alex. en cette journée difficile de fin de festival. On va aller se reposer maintenant. Ouais, je vais essayer de finir quand même de goûter des trucs que j'ai pas encore pu goûter, mais c'est plein de belles choses mine de rien sur ce fest. Ouais, Et c'est cool, c'est vraiment cool. J'ai envie de goûter plein de choses, mais j'ai encore 8 heures de route à faire là, ce soir. Donc, si t'enchaînes en plus ce soir, voilà. Ouais. Bon, j'ai un bus VV, donc l'avantage c'est que je peux dormir quand je veux dedans dès que je suis un peu fatigué. Et puis on reprend dans la route demain. Ok. Ouais. Bon bah merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi. Et pour les bonnes bières aussi, hein, quand même. Et bah à bientôt j'espère. Hein. C'était cool de t'avoir sur le festival. Yes, ciao. Salut.